Chapitre 14. L'Éden. 24 avril 1985. Je reçois Ida à la maison. Une blonde norvégienne, pas très grande, à la poitrine opulente, un peu naïve, mais enthousiasme pour découvrir la vie. Elle parle parfaitement français. Elle est flûtiste de jazz, encore un peu débutante, mais progressant très rapidement. Ida joue pour le moment dans un groupe espagnol, AIR, que je viens d'enregistrer à la Sphère, l'espace de concert de l'IACP. Elle est un des rares musiciens qui viendront écouter l'enregistrement que j'ai réalisé de leur musique. Par la même occasion, elle découvre mes tableaux spectacles. Elle accroche fortement et quand je lui parle de nos réunions de transmission d'énergie, elle est très intéressée. Le soir même, je la lui transmets. Elle reçoit très intensément. Elle reviendra très régulièrement. Et avec Fumi et Colette, elle fera partie des piliers de base de notre petit groupe de méditation et de connexion. Elle sera même un des membres les plus actifs dans ces sphères de lumière et d'énergie. C'est à partir de sa venue que ce qui n'était encore que des bruits indistincts se transforme en quelque chose de beaucoup plus mélodieux. Pour ma part, les sons que j'émettais alors étaient assez sporadiques, intenses, explosants et pouvant même paraître brutaux. Entre parenthèses, alors qu'on ne ressentait jamais de brutalité. C'était seulement une forte intensité émotionnelle qui se manifestait de cette façon. Au bout d'un moment, me rendant compte qu'il s'agissait d'une forme de musique, je réalisai quelques enregistrements sur cassette. La plupart ont été effacés par manque de moyens financiers. Mais les plus anciens conservés et numérisés depuis datent du 1er décembre 1985. Le chant des filles était devenu très mélodieux. C'était une véritable musique qu'on transmettait, très belle, mais on ne m'entendait presque pas. Mon rôle était de capter l'énergie qui provoque ce phénomène et de la transmettre. On avait toujours des visions, mais la routine s'installant, on ne les a pas notées. Par ailleurs, celles qui sont très puissantes, très construites, dessinables, n'étaient pas les plus fréquentes et ne se produisaient qu'une fois. Par contre, on avait fréquemment, au bout d'un certain temps plongé dans la méditation, des sensations de mouvements de lumière venant de la gauche et de la droite simultanément, se dirigeant devant soi, comme des formes d'ailes battant vers l'avant, devenant très vaguement circulaires, ondulant sur les bords, dans des alternances claires et grisées, dessinant les contours et des zones bleues, plus lumineuses vers le centre, se déplaçant comme des vagues très douces et enveloppantes. Mais c'est très difficile de décrire davantage ce phénomène très agréable. Un autre musicien de jazz est venu écouter l'enregistrement de son groupe Quoi de neuf docteur, que j'avais réalisé le 22 décembre 1984 à la Sphère. Karl Schlesser avait une vingtaine d'années, d'une famille d'artistes. Son père était un peintre hyper réaliste très réputé, son frère un sculpteur un peu barjot. Karl était un très bon et par la suite très grand musicien. Il composait, arrangeait et jouait magistralement de la flûte, du saxophone ténor et plus tard de la clarinette, puis les claviers et même l'accordéon. Il était capable de passer de l'un à l'autre de ces instruments instantanément sans même préparer ses lèvres. Il avait fait partie du Celestial Communication Orchestra d'Alan Silva et avait constitué avec Serge Adam ce big band de Quoi de neuf docteur. Ce nom était un clin d'œil au cartoon de Bugs Bunny qui répétait cette phrase. D'une dizaine de musiciens dont ils écrivaient les compositions et les arrangements ensemble. Une musique dans l'esprit de l'époque, assez intellectualisée, mais très belle. Ce sera le début d'une très longue amitié. Je le considérais un peu comme un petit frère. Je réaliserai beaucoup d'enregistrements des diverses formations qu'il constituera. Au fur et à mesure, sa musique évoluera vers une direction plus festive, plus joyeuse. Quand il rencontra Ida, il rêva de jouer un duo de flûte avec elle. Mais à sa façon de regarder sa poitrine volumineuse, je crois qu'il pensait plutôt jouer de la flûte sans trou. Pas de chance pour lui,
Elle avait été traumatisée par une expérience avec des types infects qui avaient abusé d'elle à son arrivée à Paris. Et elle ne voulait plus rien avoir à faire avec des hommes dans ce genre d'activité. Je recommence, depuis le début février 1985, à explorer des voies pour réaliser le couloir de l'infini. Je lui change de nom, l'appelle la porte sacrée, puis plus tard le chemin de lumière, puis l'infini tout simplement. Mais rien à faire, j'ai beau changer le nom, essayer diverses solutions, je n'y arrive pas. Je me retourne donc vers des tableaux plus petits, beaucoup plus simples et toujours blancs. Il y a obélisque, sanctuaire, spirale, diamant foudre, time spirale, pyramide solaire. J'étudie aussi une grande composition rectangulaire horizontale pour l'entrée d'un grand auditorium à Lyon, Oriental Butterfly. Mais le projet ne se fait pas. Finalement, spirale, une simple spirale de lumière qui tourne dans un sens ou dans un autre, plus ou moins vite suivant la musique et avec de la lumière jaillissant en tournant du tableau à de fortes intensités sonores, sera l'effet lumineux le plus simple et le plus efficace que j'aurais trouvé. J'ai réalisé plusieurs de ces tableaux. Plus de 20 ans après, un de mes acquéreurs, Gérard Barrière, me fera savoir l'impact considérable de ce simple effet sur les gens et sur lui-même. Je m'en servirai en partie pour mon tout dernier Diamant céleste de 2008, plus grand et peint. Le 13 mai 1985, je reçois un visiteur prestigieux. Marie-Madeleine Cariou, une dame de la bonne société grenobloise qui se pique de présenter des artistes, entre parenthèses, elle a essayé de me faire connaître à Lyon en particulier, où elle organisait une très belle exposition dans le quartier Saint-Jean, fin de la parenthèse. Revient de l'IRCAM. Elle est accompagnée de celui qui s'y produisait, Karl-Heinz Stockhausen en personne. J'étais embarrassé. Quelle musique pouvais-je lui faire entendre avec le tableau? Je n'avais aucune de ces compositions que, dois-je l'avouer, je n'aimais pas beaucoup, trouvant sa musique assez plate et ennuyeuse. Je lui fais écouter finalement un des musiciens de free jazz que j'avais enregistré, Denis Collin à la clarinette basse. Après l'écoute, pendant laquelle il avait admiré le tableau, il commenta la musique. De la mélodie, et encore de la mélodie. Pourtant, cette musique n'avait pas une mélodie très évidente. Donc, il n'aimait pas la mélodie. Ce que je fais l'intéresse, et il me parle d'un opéra qu'il doit monter à la Scala de Milan. Il verrait bien mes tableaux tout autour de la salle. Ce serait une sacrée opportunité de lancement. Malheureusement, il n'y eut pas de suite. Je n'ai plus eu de ces nouvelles. L'envie me vient de transmettre l'énergie à distance par le téléphone. C'est venu quand Fumi est allée rendre visite à sa famille au Japon, à Tokyo. Quand elle m'a téléphoné, après m'avoir donné les nouvelles, et que son soit dit au revoir, je lui demande de fermer les yeux. Je me concentre, j'appelle la lumière et paf, c'est parti. Elle le ressent comme si elle était à côté. On reste un moment en ligne, silencieux, connecté sur un autre réseau, dans une autre dimension. Je peux entendre au son léger qu'elle émet qu'elle l'a bien reçu. De mon côté, à ces moments, j'ai souvent une vision intense d'un anneau avec une boule au centre ou une croix, légèrement dorée, qui continue encore après que nous ayons raccroché. C'est bref, très intense, beaucoup plus que quand j'appelle pour mon seul usage. Comme elle s'est rendue au Japon plusieurs fois par an pendant de nombreuses années, nous l'avons expérimenté presque à chaque fois. Pas toujours, à cause du décalage horaire ou de ma fatigue. Il faut que je sois en forme pour pouvoir le faire. Je l'ai expérimenté aussi un peu avec Colette et le phénomène a fonctionné de la même façon. Pour la transmission de l'énergie passant par une autre dimension, la distance terrestre ne compte pas. À cette époque, j'ai une vie très animée, avec beaucoup de rendez-vous. Ça part dans tous les sens. Des contacts se font, qui n'aboutissent pas toujours. Je rencontre pas mal de jeunes femmes, mais mon intérêt pour elles a évolué. Ce n'est plus pour des raisons sexuelles, mais spirituelles.
leur sensibilité plus grande que celle des hommes, pas toujours, et leur capacité à recevoir l'énergie. Quelques garçons seront réceptifs, comme Jody, le noir américain qui me prête sa voix grave et chaude pour la bande-son de 1984 et Big Brother. Quant au son, je m'intéresse à du matériel électronique de très haut niveau, malheureusement très cher. J'ai fait la connaissance de Marcial Hernandez, un vendeur de matériel audio de haut niveau qui monta son propre magasin très renommé. Je le recevais parfois à la maison. Il y rencontra Colette, avec qui il eut une aventure. Grâce à lui, je découvris l'envers du décor et les magouilles dans le son. Un soir, il fit une présentation de la Porte de Lumière dans son magasin Cohérence, avenue Simon Bolivar, près des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Sans aucune suite. Je revends dans mon entourage des petits systèmes qui m'ont servi de banc d'essai. Je suis très absorbé par 3 commandes picturales importantes, mais je dois faire une pause en me rendant à l'hôpital Foch au service de réanimation. Iris Claire vient d'y être conduit le 22 juin 1985. Je la découvre, pauvre petite chose, affaiblie, effrayée, allongée sans force, avec des tuyaux sortant de partout, des veines, du nez. C'est le résultat de sa consommation de tabac effrénée. Elle qu'on rencontrait si rayonnante. Un nuage est passé devant son soleil intérieur. Jeudi 26 septembre 1985. C'est l'inauguration du cycle CNAP, signifiant Centre national des arts plastiques, avenue de l'Opéra. J'y assiste en compagnie de Marie-Madeleine Cariou. Il s'agit de la commande officielle que j'avais reçue par l'entremise de ce député venu chez moi après avoir assisté au spectacle de Saint-Pierre de Montmartre. C'est Francine Dubéda qui me l'a fait venir. J'ai réalisé une toile blanche. Je suis en plein dans cette période. Quand on passe de la musique, le logo en couleur apparaît, animé de diverses manières. Au retour de Fumi, on fait d'autres essais très amusants. Surtout quand on pense à l'air compassé et tristouné des religieux de toutes sortes. Je leur transmettais l'énergie à toutes les 3, l'une après l'autre, par le regard, sans contact, à distance. Je leur ai même montré comment le faire elles-mêmes, d'abord entre nous, puis essayer avec d'autres personnes. Colette l'a essayé avec une de ses copines et a réussi. Mais il faut faire un effort de volonté. La paresse aidant, elles ont fini par arrêter. Il faut se regarder droit dans les yeux, profondément. Il doit y avoir un émetteur et un récepteur. Si les deux sont émetteurs ou récepteurs en même temps, ça ne marche pas. Le récepteur doit se laisser aller en confiance, de la façon la plus passive, ouverte et même aspirante. L'émetteur appelle la lumière ou l'énergie. C'est pareil, seule l'apparence change. L'énergie n'est pas forcément lumineuse. Et l'envoie par un acte de volonté simplement. Il ferme les yeux juste après. Le récepteur la reçoit avec un petit choc agréable et ferme aussi les yeux, comme une main qui se referme sur la balle attrapée au vol. L'effet peut être très court, mais intense. C'est beaucoup moins fort et durable que par le contact des mains et dans le noir, mais c'est très amusant. Cela peut se passer en pleine lumière, au milieu de la foule et avec une distance assez grande. En particulier, s'il arrivait qu'on doive attendre le métro, chacun assis sur un banc, face à face, sur des quais opposés, on s'amusait à se transmettre l'énergie de cette façon, ce qui permettait de passer le temps d'une façon très agréable, et à notre esprit de s'envoler dans une autre dimension, au-delà du souterrain métropolitain. Je me prenais un peu pour Mandrake, le magicien, ce héros de bande dessinée à la petite moustache, revêtu d'une cape noire doublée de rouge, coiffé d'un chapeau haute forme, qui agissait sur les gens par la seule force de son regard. Sauf que je ne pouvais rien imposer. Je ne pouvais que transmettre à une personne consentante cette bouffée de bonheur. 8 octobre 1985. Cocktail d'inauguration du nouvel espace mode au Bon Marché, ce grand magasin de la rive gauche. C'est le seul sur cette rive de la Seine et un des plus anciens du monde. Il a été créé dans la première moitié du 19e siècle par Boucicaut.
Son ascension à partir d'une petite boutique est immortalisée par Émile Zola dans son roman réaliste Au bonheur des dames. Les méthodes de ce patron étaient révolutionnaires et très en avance sur son temps. Il appliquait un paternalisme éclairé, très apprécié de ses employés et souvent supérieur aux lois sociales qui ont suivi. Ce magasin, très conservateur, m'avait passé commande d'une œuvre animée en musique pour son nouvel espace mode. C'était la première fois qu'il faisait l'acquisition d'une œuvre contemporaine. Elle n'en revenait pas. J'avais conçu l'œil de la mode. Un tableau blanc, carré, 1 mètre de côté, disposé sur la pointe, accroché à 45 degrés au plafond. Pas de musique, rien. Quand le son arrivait, un gigantesque œil de lumière se formait, s'ouvrait, se fermait. Il passait par différentes émotions, comme la colère ou la tristesse. J'avais même réussi à le faire pleurer en lumière et au rythme de la musique. La première fois que je l'essayais chez moi pour voir si j'avais réussi une larme convaincante, chutant au milieu de l'œil et non dans le coin, puisque c'est un œil unique de cyclope, je me suis surpris à pleurer aussi. Si la larme était aussi communicative, c'est qu'elle était réussie. Pendant le cocktail, j'étais félicité par la direction pour l'élégance de mes vêtements. Ça m'amusait intérieurement. Tout venait du marché aux puces à un prix dérisoire. À des moments de la soirée, tout en écoutant mes interlocuteurs, je tournai la tête et vis à quelque distance Colette au milieu d'un groupe d'admirateurs. Elle avait tourné la tête en même temps. Je lui envoyai subrepticement l'énergie sans que personne ne le remarque. Elle me confirmera par la suite qu'elle l'avait bien reçu. Même chose avec Ida et Fumi. Le trio m'avait accompagné pour soutenir mon succès. Programme chargé. Le lendemain, je prends l'avion pour les USA. Je me rends à Dallas, au Texas, où j'arrive le 10 octobre 1985 avec toute une équipe de commerçants et galéristes invités pour la quinzaine française qui se déroulera dans le grand magasin Neiman Marcus, maillon d'une chaîne de grands magasins disséminés dans les États-Unis, le plus ancien. C'est Iris Claire qui m'a trouvé cette invitation. On y exposera un grand nombre de mes petits tableaux blancs, bien mis en valeur avec un bon système de son. Pour marquer le coup, les responsables m'ont commandé un tableau animé en musique évoquant le Texas. Ça y est, je dois recommencer à peindre d'une façon apparente et non plus seulement au dos de la toile. Est-ce un signe? Avec le recul du temps, je peux l'affirmer. D'après leurs évocations, j'ai l'idée de peindre le contour de la carte du Texas avec une étoile à 5 branches au centre comme au fond d'un trou. Des plans rayonnants des côtés de l'étoile peints en perspective donnent une impression de profondeur. L'étoile paraît comme une porte vers le futur, l'espoir. La perspective évoque le trou de forage d'un puits de pétrole. Le tout est peint dans les tons orangés, couleur nationale. Ils aiment beaucoup, et du coup commandent une édition en sérigraphie, grand format de cette composition. Ils m'apprennent ce que j'ignorais, que la devise du Texas est The Lonely Star State, l'état de l'étoile solitaire. J'ai été bien inspiré. Ensuite, j'ai l'idée d'appliquer le calque de cette composition sur la véritable carte pour voir ce qu'il y a au centre de l'étoile à 5 branches que j'avais positionnée au jugé. C'est surprenant. Il y a une petite ville juste à cet endroit. Elle s'appelle Eden. Immédiatement me vient à l'esprit James Dean avec Géant pour l'exploration pétrolière et à l'est d'Éden, bien qu'il ne s'agisse pas du même Éden. Sur le chemin de l'aéroport gigantesque, je suis très impressionné par la propreté, le décor fleuri, la qualité et la beauté des immeubles modernes qui jalonnent le parcours. Aucune ressemblance avec la banlieue tristounette et les zones industrielles grisâtres de la région parisienne. Je remarque une tour splendide entièrement recouverte de granit. On s'installe à l'hôtel Stoneleigh. De temps en temps, un gros bruit assourdissant passe au-dessus de notre tête. Des avions de ligne à très basse altitude. Charmant. On se rend au magasin, très chic, l'exposition française. Oh déception! La présentation de mes œuvres ne correspond pas du tout à ce qui m'avait été annoncé. Les tableaux sont accrochés dans une sorte de labyrinthe où on a le nez collé dessus. Au début, il n'y a même pas de musique. Les gens doivent crier, taper dans leurs mains
et faire des bruits de toutes sortes pour les animer. Ils ne sont absolument pas mis en valeur, au contraire. Moi qui me suis consacré à la captivation du spectacle en musique, il faudra que je proteste énergiquement pour qu'ils installent un son débile. C'est foutu, rien ne sera vendu. Le jour, Dallas est une ville moderne, sans grand attrait touristique. Par contre, la nuit, ces buildings ceinturés de lignes en néon vert et autres couleurs étaient impressionnants et me rappelaient ma première attraction pour l'architecture. C'était très beau, surtout à la tombée de la nuit, quand derrière ces lumières, le soleil couchant rajoutait toute une gamme de couleurs chaudes et changeantes. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences, me disait une jeune femme française installée là-bas. On avait envisagé qu'elle représente mes œuvres au-delà de l'exposition, mais il n'y eut pas de suite. Elle me disait que derrière ce luxe, il y avait une misère considérable, bien cachée à l'écart, surtout chez les Noirs et les Mexicains. Certains étaient tellement pauvres que quand ils mouraient, leurs parents n'ayant pas les moyens pour un enterrement, on les jetait directement dans une benne à ordures publique. Elle m'avait conseillé de ne surtout pas porter de jeans. C'était très mal vu. Cette ville avait fait sa fortune non seulement avec le pétrole et l'élevage de bovins, mais aussi avec la vente de ses pantalons de travail. Elle me raconta l'origine de ce mot. Jeans vient de jeans, de Nîmes. Et oui, la fabrication initiale vient de cette ville française. C'est la transformation progressive de la prononciation américaine qui a donné le nom universellement connu. Tout le monde était habillé très élégamment, comme au début des années 60 en France. Où qu'on aille, on était examiné des pieds à la tête pour jauger notre élégance. Je me sentais rajeunir. Elle me raconta que pour être pleinement intégré à la bonne société, il était impératif d'appartenir à une religion, n'importe laquelle. Toute forme d'athéisme était rejetée. Mais si on voulait côtoyer les hautes sphères, il était mieux vu d'être chrétien, surtout protestant, et surtout appartenant à certaines congrégations à la mode. Mais on ne pouvait pas se contenter d'assister de loin en loin au culte animé par un pasteur du genre acteur de cinéma, maquillé, en costume Saint-Laurent, pour la télévision qui transmettait l'office. Il fallait aussi assister obligatoirement aux cours de Bible chaque semaine. Une interprétation très premier degré et mettant en valeur surtout le matérialisme américain. Le week-end, la direction de Neiman Marcus invite tout le groupe de Français dans un grand ranch à une cinquantaine de kilomètres. Le paysage est plat, sans grand intérêt. On a reconstitué une ville de pionniers telle qu'on peut le voir dans les westerns. Elle est inhabitée et n'est là que pour l'amusement. Ce jour-là, les directeurs ont revêtu la tenue cowboy, chemisette à carreaux, jeans, bottes texanes et grand chapeau blanc à large bord relevé sur les côtés. On a l'impression d'avoir traversé l'écran de cinéma. Il ne manque plus que le son de l'harmonica ou du banjo en arrière-plan. Ils ont même poussé le souci historique jusqu'à reconstituer par des acteurs l'attaque d'une banque avec coups de revolver à blanc, bien bruyant. Je retombe à l'enfance. Ensuite, après un barbecue géant et délicieux, on nous fait découvrir les Longhorns. Ce sont des bœufs blancs énormes avec d'immenses cornes d'environ 1,50 m d'envergure. Je suis pris en photo à califourchon sur un de ces bœufs très paisibles. On m'y voit avec une barbe longue hirsute que je ne garderai pas très longtemps. À côté, il y a un enclos pour un taureau de reproduction. À voir le diamètre des tubes en acier qui le ceinturent, on se doute que ces animaux ne doivent pas toujours être paisibles. Retour en France. Le 23 octobre, je repars à Lyon cette fois, en compagnie de Marie-Madeleine. L'exposition qu'elle m'a organisée se tient dans l'espace Poisson d'Or, un très grand lieu avec plusieurs salles. On a accroché un seul de mes tableaux au milieu de chaque pan de mur. Les salles ne sont éclairées que par leur lumière colorée mouvante. C'est splendide. Les rayons de lumière emplissent tout l'espace du mur, rendant gigantesques ces petits tableaux blancs. Dans un angle, des musiciens jouent sur des instruments acoustiques. Ça me plaît beaucoup, ainsi qu'aux nombreux visiteurs. Mais malheureusement, les ventes ne suivent pas. Début novembre,
Je reçois par transporteur les caisses contenant mes tableaux. Retour de l'exposition de Dallas. Je les ouvre avec un pincement au cœur. Rien ne s'est vendu. Consternation. Beaucoup de toiles sont percées par les caches en aluminium fixées sur les lampes qui servent à contrôler, former, diriger la lumière. Des poids lourds ont dû reposer sur les caisses pas suffisamment rigides. Mais la consternation fait place à un espoir. Un artiste ne peut pas s'assurer lui-même, mais le transporteur si. Je l'avise du sinistre. Rapidement, un inspecteur de la compagnie d'assurance vient constater les dégâts. Les toiles sont blanches, vierges en apparence, et ne présentent pas une grande valeur. Je lui fais remarquer alors que l'envers de la toile est peint, d'une façon sommaire certes, mais c'est ce qui donne la profondeur, le volume, le caractère à l'expression de lumière. J'ajoute que la valeur d'une toile n'est pas liée à la complexité, ni le poids de sa peinture, et qu'en l'occurrence, artistiquement parlant, la toile, aussi simple soit-elle, représente la moitié de la valeur de l'œuvre. L'inspecteur acquiesce à ce raisonnement et accepte de me régler la moitié du prix des tableaux endommagés. L'exposition m'aura quand même rapporté en fin de compte. Pendant un de mes grands voyages dans une autre dimension en méditation, j'ai l'impression que ma conscience est dans un tunnel, comme dans une mine de charbon, et qu'elle recherche des solutions pour pouvoir avancer dans ce couloir de l'infini. D'un seul coup, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté de la paroi du tunnel. Et il cherche aussi. C'est comme si cette quête était menée sur Terre et dans l'autre monde en même temps. Je serai l'ouvrier, l'instrument humain, terrestre, chargé de la réalisation de l'œuvre, avec une certaine latitude, mais piloté, guidé, aidé par quelqu'un, une conscience, une force supraterrestre. Au début novembre, j'entame la réalisation de la plus grande de mes œuvres, 1200 mètres carrés. Le bon marché, ayant apprécié mon œil de la mode, fait encore appel à mes services pour l'illumination de sa façade pendant les fêtes de fin d'année. Les devis proposés par les professionnels de ce genre d'activité sont beaucoup trop lourds. Ma proposition l'intéresse d'abord pour l'aspect économique. La somme que je lui demande pour l'étude et la réalisation du cerveau électronique devant animer ma composition est ridicule par rapport à ce qui lui est demandé. Malheureusement, je ne l'ai su qu'après. Sinon, j'aurais certainement gonflé ma facture. Mais la somme que je leur demandais était satisfaisante quand même. L'installation a été réalisée par sa propre équipe d'électriciens. Ce n'était pas un de mes tableaux animant musique, beaucoup trop complexe, mais une composition dérivée d'un des effets de lumière et adaptée à l'architecture du bâtiment qui ressemble à un château. Une trame constituée de projecteurs orangés et une autre verte, installée dans les embrasures des fenêtres, forme l'essentiel de l'installation. Chaque point de lumière est relié au cerveau. Je vous laisse imaginer les longueurs de câbles très impressionnantes qu'il a fallu utiliser. Quand on passe de la musique, entendue dans les abords du bâtiment, le point de lumière se déplace soit verticalement, soit en horizontal, soit les deux en dessinant une courbe, dans un sens ou dans l'autre, en fonction des aigus pour le vert et des graves pour l'orange. On a l'impression d'un balai de lumière donnant l'illusion que la façade est embrasée. De loin, on n'entend pas la musique, mais ce lien donne une souplesse, une fluidité, une captivation qu'une programmation préalable ne saurait réaliser. C'était superbe. Mais quand je suis venu installer le cerveau électronique, j'ai cru défaillir. Le cerveau, déjà énorme, en raison des puissances électriques en jeu par rapport à ce que j'utilisais habituellement, mesurait près d'1 mètre sur 1 mètre. Les sécurités installées par le service technique mesuraient 3 à 4 fois plus. J'ai dû revenir plusieurs fois pour assurer les réglages. À l'un des derniers, j'étais venu accompagné de Jean-Michel, l'ingénieur électronique. Il mesure l'intensité électrique dans les appareils et sursaute. Il trouve 400 volts là où la rayure mesurait 100. Il ne s'était pas trompé dans ses calculs, mais n'avait jamais travaillé pour le bâtiment avec du courant triphasé. Il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Et on s'est dit,
paraphrasant Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Heureusement, toute la partie électronique était installée dans un appentis sur le toit. Le risque d'incendie n'était pas trop grand. Mais quand même, on a eu chaud. L'électronique a tenu bon jusqu'au bout. Pendant ce temps, Christo avait emballé le Pont Neuf et tous les médias en parlaient. Ma composition était presque aussi grande et le bon marché aurait pu se faire à bon compte une publicité importante s'il avait réalisé l'intérêt de mettre en avant ma création artistique. Du coup, ça m'aurait mis en lumière. Hélas, il était beaucoup trop dans le passé, trop conservateur et n'avait retenu qu'une animation de façade à moindre coût. Dans les jours qui ont suivi l'installation, j'avais beaucoup à faire avec le directeur technique du magasin. On avait réfléchi et défini ensemble un projet d'arbre de Noël animé en musique de 30 mètres de haut. Il aurait directement dérivé d'un de mes grands tableaux spectacles. Au lieu de concevoir à plat, je l'aurais déplié en hauteur. Il n'y a pas eu de suite. Le 30 novembre, je participe à une soirée événementielle de grande envergure. Elle se tient dans un stade couvert, le stade Géo André à la porte de Saint-Cloud, pour le 40e anniversaire du GAN. C'est une fête énorme, à très gros budget. Le directeur de l'agence événementielle Feeling Faust avait assisté au spectacle de la Porte de Lumière dans l'église Saint-Pierre à Montmartre et souhaitait louer mon tableau. Mais quand je découvre ce qu'il en a fait, je suis écœuré. Derrière un ballet de danseuses transformées en robots ridicules, la Porte de Lumière sert uniquement de gadget, effet spécial, une sorte de soleil du futur. C'est consternant. Tout ce travail, cette recherche pour ce résultat. Pas un instant, il n'apparaît pour un spectacle à part entière. Heureusement, je suis bien rétribué. L'année se termine d'une triste façon. Le 30 décembre 1985, je dois me rendre à Acquigny dans l'Eure pour un enterrement. Mon parrain vient de mourir. Tonton André, Dédé Lagresse, le Titi parisien n'est plus. La famille est pour une rare fois réunie. Le temps est gris et pluvieux. Tata Marcel, une des sœurs de mon père, ne va visiblement pas bien. Je lui demande ce qu'elle a. Elle m'annonce de fortes douleurs à l'estomac. Je lui parle de ce qui m'arrive avec l'énergie. Elle lui propose d'essayer de la soulager. Elle accepte. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Je lui dis de fermer les yeux en restant assise. J'applique mes mains très près de son ventre sans la toucher. Je ferme les yeux, me concentre et appelle l'énergie. Je reste un moment sans bouger, puis me retire en secouant les mains. Ça n'a duré que quelques minutes. Au bout d'un moment, elle ouvre les yeux. Elle n'a plus mal. J'avais donc pu guérir quelqu'un. Mais au lieu d'ouvrir des horizons nouveaux, je sentais que cette intervention ne devait être qu'un acte exceptionnel, me faisant découvrir certaines possibilités, mais que ce n'était pas mon chemin. Je n'ai jamais plus renouvelé l'expérience. Je me suis rendu près de Dreux, dans un hôpital sanatorium spécialisé dans le traitement des voies respiratoires. Il y a principalement des malades gravement atteints par le tabac. Dans les jardins et les couloirs, c'est effrayant. On croise des hommes et des femmes tirant derrière eux une sorte de caddie. Mais ce ne sont pas des victuailles qu'il y a dedans, c'est leur survie. Une bouteille d'oxygène reliée à leur gorge par un long tube flexible. Quand ils veulent parler, il faut retirer le tube enfoncé dans un trou du larynx et le boucher avec le doigt. La voix a alors une résonance sourde, éraillée, caverneuse, désagréable et inquiétante, comme dans un film d'horreur. Je rends visite à Iris Claire, la pauvre. Elle aussi a ce tuyau enfoncé dans la gorge. Elle est pitoyable, très affaiblie et abattue. Elle sort quelques semaines après pour recevoir une mauvaise nouvelle qui l'abat encore plus. Sa mère très âgée vient de mourir. Iris était encore comme une petite fille vis-à-vis de sa maman, qu'elle appelait très régulièrement et se sent abandonnée, sans protection, complètement perdue.
Elle part s'installer à Cannes, dans l'appartement maternel, d'où elle me téléphone de temps en temps. Henri, le grand copain de Charles, mon ami corse, était lui aussi un grand fumeur. Aux alentours de la cinquantaine seulement, le tabac lui avait tellement ravagé les poumons qu'il en devenait infirme. Je l'avais invité par téléphone à venir contempler mon œuvre qu'il avait suivie depuis mon aventure au Brésil. Il me répondit: Mon pauvre vieux, je peux à peine respirer. Je me suis tellement affaibli que je ne peux même plus monter un étage à pied. Ce grand gaillard belge, costaud d'apparence, patron dynamique d'une entreprise d'électricité, rajouta: Ah, si on m'avait prévenu à temps, jamais je n'aurais pris de cette saloperie. Je ne dis rien. Pourtant, on savait tous les deux que depuis longtemps, on connaissait les méfaits du tabac. Les mises en garde étaient fréquentes, mais personne ne voulait y croire, prenant comme référence le centenaire ayant fumé toute sa vie, ne voulant pas admettre que, comme au loto, sur des millions, c'était le seul à survivre. Je n'ai plus eu de ses nouvelles après cette conversation au téléphone. Vendredi 11 avril 1986, je pars en train à Angers. Éric Lequim, qui souhaite toujours me faire connaître, m'a trouvé un spectacle à Saint-Barthélemy d'Anjou, où la porte de lumière sera mise en valeur derrière deux musiciens. D'abord un pianiste jazzy, Hervé Legrand, fils de Michel Legrand, et ensuite un pianiste-chanteur d'un certain renom, Rachid Bari. La salle récente est très belle, malheureusement, comme souvent, très peu remplie. Je recommence à peindre sur toile. Toujours le couloir de l'infini que je crois avoir trouvé à chaque fois que j'attaque une nouvelle version, pour déchanter une fois qu'elle est peinte. Je tente de nouvelles compositions. Parallèlement, je poursuis mes bidouillages du son dans ma tentative d'en améliorer la reproduction. Avec des essais de câbles, d'appareils, de réglages, je construis de nouvelles enceintes que je vends autour de moi. Je fais aussi d'autres changements acoustiques dans ma salle expérimentale. Pendant cette période où je porte une barbe longue, j'ai une vision qui m'interpelle très sérieusement. C'est une des rares visions où un personnage m'apparaît. J'ai déjà eu, et j'aurai encore plusieurs fois, la vision d'un cercle à l'intérieur duquel apparaissent fugitivement des visages d'hommes impassibles se succédant. Ils passent rapidement et ne sont pas très précis. Je sais seulement qu'il s'agit d'hommes blancs dans la force de l'âge et imberbes, mais ils ne me rappellent personne en particulier et ne m'évoquent rien non plus. Ils se sont simplement montrés ou venus me voir. Un jour, alors que dans la méditation, je suis absorbé dans l'idée d'intégrer certains effets de lumière dans mon tableau, entre parenthèses, quand je suis dans la lumière, en dehors des moments de non-pensée et des visions, mon esprit erre dans une zone de création, donnant la sensation d'un balayage de toutes les possibilités du moment, avant de s'arrêter sur une. Fin de la parenthèse. Je vois apparaître très nettement, dans un anneau encore, comme un hublot, un personnage très présent. Il me fait penser à un rabbin barbu avec une calotte sur la tête. Il est hilar et me fait non du doigt. Ai-je bien compris le message? J'ai abandonné ces effets lumineux. Mais cette fois, le personnage n'est pas dans un anneau. C'est une tête très présente. Un homme barbu et chevelu. Il me regarde impassible. À part mes cheveux absents, mon allure du moment est très proche de ce visage. C'est très intense. Soudain, je me sens fondu dans ce personnage, être lui, avec une intensité émotionnelle encore plus forte. J'ai vu Jésus, je suis Jésus. C'est énorme. En redescendant sur Terre, je m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, avec tout ce qui m'est arrivé précédemment, l'énergie, la connaissance, toutes ces visions, les champs, l'hypothèse est plausible. Mais je sais aussi que pas mal de gens ont eu des expériences fusionnelles de ce type. Par contre, ils n'étaient pas habités par l'envie et n'avaient pas la possibilité de transmettre l'énergie aux autres. Je n'ai jamais entendu de voix me parlant dans la tête ou à l'extérieur. Par contre, des pensées profondes, des connaissances scientifiques sur la structure du monde, bien au-delà de mes activités artistiques,
m'arrivent dans la tête longtemps avant que je prenne connaissance de recherches dans cette direction. Et les informations arrivées dans ma tête vont plus loin, sont plus précises et détaillées que les hypothèses scientifiques. Alors, qui suis-je? Il y a plusieurs années que cette question s'est posée. Et quel est mon rôle? Que dois-je faire? Transmettre l'énergie personne par personne, chacun son tour, comme je l'avais commencé? Impossible, beaucoup trop long et absorbant. En plus, beaucoup ont eu des réactions inamicales qui m'ont désagréablement surpris. Devenir un nouveau gourou? Ah non, l'idée ne me plaît pas du tout. Je suis un artiste et je veux rester un artiste. Si j'ai une mission à remplir, elle doit passer par l'art. Seul capable de franchir les barrières politiques, sociales, religieuses et de toucher, en faisant du bien, le plus grand nombre, ce qui est mon vœu le plus profond. Alors, je ne suis certainement pas Jésus de Nazareth, même si je suis né vers la même période de l'année que lui. Je rappelle que je suis né le 27 octobre et on sait qu'il est né bien avant le 25 décembre, date choisie pour récupérer la fête païenne remontant à la nuit des temps du solstice d'hiver. Fin de la parenthèse. Même si j'ai un côté provocateur comme lui et d'autres points communs, nos caractères, d'après les écrits, sont assez différents, en particulier dans la relation avec les femmes. Mais j'ai reçu et je porte en moi, à ce que je crois, la même chose qui l'a poussé à agir. À son époque, on appelait ça le Christ, que j'ai ressenti comme une variante particulière du Saint-Esprit. Autrement dit, en termes actuels, un aspect particulier de l'énergie, une force qui établit un contact direct avec ce qu'il appelait le Père et que j'appelle le Patron. Malgré tout ce qui m'arrive, les autres visions encore plus importantes que j'aurai, les nombreux signes que je verrai, le doute ne cesse de m'assaillir dans la vie quotidienne. Pas quand je suis dans la lumière. Mais quand je redescends sur Terre, je m'interroge. Est-ce que tout ça ne serait pas une illusion générée par mon propre cerveau? Je lis régulièrement des revues scientifiques. On y parle des hallucinations provoquées par le cerveau. J'observe avec attention les représentations qui sont publiées. Elles sont très différentes de ce que j'ai perçu. La pensée dominante dans les médias, en France, est celle d'un athéisme militant. À la rigueur, le dimanche matin, un quart d'heure est consacré sur la radio de bonne heure à France Inter aux religions. Ce qu'on y entend semble donner raison au philosophe qui est abondamment et fréquemment interviewé sur cette antenne et qui enseigne dans une université dite populaire à Caen. Dieu n'existe pas, affirme-t-il péremptoirement, ce qui est une autre forme de croyance et de sectarisme, puisque ne reposant sur rien. Alors, si je me trompais, ce ne serait pas grave pour les autres. Je ne fais de mal à personne, et mon œuvre artistique se suffit à elle-même. Et en ce qui me concerne, je vis et ressens une expérience extraordinaire, supérieure à n'importe quel film à grand spectacle, à n'importe quelle attraction de Disneyland et à tout ce que la vie peut apporter, même aux plus riches. Et si c'était vrai? Un signe troublant. Au début de mes études aux Beaux-Arts, j'ai dû passer une épreuve de sculpture. J'ai choisi un sujet que j'ai réalisé en terre avec l'aide du professeur. Ensuite, j'ai réalisé un moule et je l'ai reproduit en plâtre à modeler que j'ai teinté en ocre rouge. Puis je l'ai oublié à l'extérieur, aux intempéries, dans le petit jardin de Courbevoie. Quand je l'ai récupéré, on aurait dit une authentique antiquité avec une patine de sculpture ancienne. Depuis longtemps, bien avant la vision, cette sculpture est posée à côté de mon lit. C'est une tête d'homme barbu et chevelu, très similaire à la vision qui m'est apparue. 6 mai 1986, soirée inaugurale de la série de 11 représentations du spectacle complet que j'ai conçu et réalisé avec la Porte de Lumière, nouvelle version, et la musique que j'ai construite en collaboration avec des musiciens. L'immeuble où j'habite, rue de l'Ancry, dans le 10e arrondissement, depuis juillet 1975, a reçu de nombreux artistes de toutes sortes, jusqu'à ce que le quartier étant devenu à la mode et plus cher, ils aient été remplacés par des bobos plus fortunés. Un de ces artistes, Jean-Michel Noiret,
comédien et metteur en scène, dirigeait un petit théâtre dans un immeuble moderne au sein d'un quartier complètement restructuré du 20e arrondissement. Il vient chez moi en voisin et contemple la porte de lumière qui lui plaît beaucoup, et se demande ce que le tableau donnerait dans une grande salle comme son théâtre. De fil en aiguille, de la simple expérimentation d'un soir, on en arrive à ce qu'il me prête le théâtre pour un vrai spectacle. On s'y est pris plus de 3 mois à l'avance pour me laisser le temps de le préparer. Je disposais d'un peu de moyens financiers et j'ai cru que l'opportunité était arrivée de lancer ma création dans de bonnes conditions. Je me suis donc jeté à fond dans ce projet. Il y avait 4 parties à régler: le tableau, la mise en scène lumineuse, le système de son, la musique, auquel se rajoutait la partie promotionnelle. J'étais pratiquement seul, comme d'habitude, pour assurer tout ça. Le tableau. De spectacle en spectacle, la porte de lumière avait évolué. Les jeux de lumière ont été modifiés, et surtout son aspect ainsi que sa signification ont changé. De complètement blanc à Saint-Pierre-de-Montmartre, il est devenu un œil puissant à Aix-en-Provence, puis plus doux avec le Célestial. À Saint-Barthélemy d'Anjou, il a changé de sens et l'œil est devenu vertical avec diverses versions peintes. Quand je peins, j'ai le nez collé sur la toile, et pour moi, ce ne sont que des abstractions géométriques. Une des versions verticales était peinte dans des tons vieux roses. Je l'accroche au mur, prends du recul et m'écroule en deux, plié de rire. Cette couleur donnait une impression de chair et sans m'en rendre compte, j'ai représenté un gigantesque sexe de femme. Voilà ce qu'était la porte de lumière dans ce spectacle, ce qui allait tout à fait avec le thème musical. La mise en scène lumineuse. Le tableau sera accroché au centre de la scène et du mur en béton le clôturant. Sur le sol, de chaque côté, j'ai disposé des projecteurs de couleurs projetant un faisceau rasant montant sur le mur. Vert pour les aigus, orange pour les graves. Avec la musique, suivant la fréquence, ils s'éclairaient l'un après l'autre, donnant l'illusion que le faisceau se déplace de gauche à droite, plus ou moins vite, et s'inverse à des intensités fortes dans chacune des fréquences. Cet effet très spectaculaire, élargissant considérablement la scène visuelle, va servir surtout pour l'introduction et réapparaîtra par moments suivant mon inspiration. Le contrôle sera effectué de la cabine du régisseur. Le système de son. Je ne voulais pas utiliser la sonorisation du théâtre que je trouvais très mauvaise. Je conçus alors 2 enceintes colonnes sur roulettes avec des haut-parleurs de qualité. Je les peins en noir avec un moucheté argent. Le haut-parleur de graphe sur l'avant est recouvert d'une grille de protection qui fait comme un bouclier. Sur le dessus, un petit module amovible fait comme une tête. Il contient le haut-parleur médium et celui des aigus. Pour les protéger dans les manipulations d'installation tous les jours, je fixe une autre grille métallique. On dirait une sorte de robot chevalier. Afin de renforcer l'illusion et pour que ces sculptures de son fassent complètement partie du spectacle, j'installe derrière les grilles 2 petites lampes vertes par enceinte qui font comme des yeux. Ils sont mignons comme tout, mes petits chevaliers gardiens. Après le spectacle, je les vendrai à un ami qui m'avait déjà acheté une paire d'enceintes. La musique, c'est le gros morceau. Il y aura 2 parties. Une introduction composée par Karl Schlösser et Serge Adam, interprétée par Quad 9 Docteur, et l'histoire proprement dite que je construirai. J'ai demandé à Karl une composition démarrant à partir d'un arrangement à la basse électrique du thème de Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, puis d'autres thèmes. Je suis surpris quand il me réclame 500 francs par musicien. Ils sont 10. Alors que je les ai enregistrés sur Tour Karl plusieurs fois gratuitement. On enregistre. Leur œuvre est belle et réussie, mais me semble trop longue. Trop de bavardage jazzy de musiciens. Je manquais d'expérience et ne me rendais pas compte du temps. Alors qu'il aurait fallu une introduction de 3 à 4 minutes, ils l'ont fait durer un bon quart d'heure. Peut-être pour justifier la somme qu'ils me demandaient. Résultat, après les premières représentations, j'ai dû m'en passer. C'était beaucoup trop long.
Elle m'a coûté cher, cette bande son finalement inutile. L'histoire. J'avais toujours en tête ma théorie sur les sons naturels qui forment une musique dont on peut se rendre compte si on leur attribue une autre image plus abstraite et belle. L'occasion se présente de l'expérimenter. Je vais raconter une histoire à partir de sons enregistrés dans la rue, le métro, des ateliers, dans la nature. Ce sera celle d'une jeune femme symbolique, représentante d'une humanité idéale, une sorte de muse contemporaine qui a eu du succès, est devenue une vedette, une star. Ce sera le titre du spectacle, Star. Ouverture par un poème écrit et dit par Colette. À ce propos, on a constaté que la conjugaison de la lumière et de la musique pouvait développer la créativité chez certains. Un soir, je le dis à des visiteurs après une séance. Il y avait un monsieur très âgé, auteur de romans, de pièces de théâtre et de scénarios de films. Il me dit « Je vous le confirme, depuis plusieurs semaines, je suis en préparation d'un nouveau roman que je n'arrivais pas à ordonner. Et pendant la séance, en contemplant votre tableau, toute l'intrigue, les situations et les personnages se sont mis en place dans ma tête. » L'effet est renforcé chez ceux qui ont reçu l'énergie. Ainsi, Colette, qui sortait du fin fond de sa campagne, sans culture à part l'agriculture, s'est mise à composer de ravissants et délicats poèmes qu'elle alla présenter au Club des poètes. Elle s'est aussi mise à peindre sur des bouts de carton en utilisant ses produits de beauté pour commencer. Ses sujets étaient géométriques, avec de très belles couleurs qui exprimaient la lumière et les visions d'une manière totalement différente de la mienne et complémentaire. C'était magnifique. Une autre, Nadia, s'est mise à écrire des poèmes aussi et des textes courts, comme une écriture médiumnique qui jaillit spontanément d'un seul coup, sans hésitation, sans préparation, sans reprise. Ces textes étaient d'une très haute portée spirituelle qu'elle ne comprenait pas elle-même et qu'elle me demandait de lui expliquer. Un de ces textes racontait le passage de la vie à la mort et ce qui s'ensuit après. En l'écoutant, les yeux fermés, je sentais que je partais dans ce voyage de l'autre côté de la mort. C'était très impressionnant. L'histoire était structurée en 3 parties. 1. Le mur. Au début, c'est Métro-Symphonie. Dans une station vide, on entend des talons aiguilles arriver en martelant le quai d'un pas décidé. Ils passent devant les micros placés au centre et continuent jusqu'à l'extrémité du quai. Le métro arrive. Bruit de porte qui s'ouvre, des gens descendent, porte qui se referme en claquant. La rame repart. Différents sons de métro se suivent en fondu enchaîné, sur rail, sur pneus, des vieilles rames bruyantes. Entre parenthèses, c'était juste avant leur suppression. Fin de la parenthèse. Il arrive à destination. Autre bruit d'une multitude de portillons automatiques. Une voix de femme croisée dans la cavalcade des couloirs de correspondance dit « C'est ma sœur, c'est ma sœur !» Puis, escalator à la station Léal. Vlam! Les portes de sortie se referment. Cling, 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 cling. Un groupe de dévots de Krishna passe en chantant, s'accompagner de leurs cymbalettes. Tout en marchant, sans m'arrêter et sans repasser, enregistrement devant le centre Pompidou de guitaristes-chanteurs. Puis, je monte les marches du Sacré-Cœur en captant des bribes de conversation qui prennent un sens particulier. J'entre tout en enregistrant et ressors par l'autre porte dans la foulée. Voilà ce que ça donne une fois monté avec l'enregistrement d'un battleur du centre Pompidou. Un prêtre dit avec componction « J'irai tracer un chemin dans le désert ». Applaudissements. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel chez moi ?» Le métro arrive sur un fond de chevauchée de Valkyrie de Wagner. Après l'évocation avec dérision des religions, voici le souvenir des guerres. J'ai capté un groupe de supporters de football avinés qui braillaient la Marseillaise sur le quai en face du métro dans lequel je me tenais. Le métro repart, puis se transforme en bruit de machine évoquant le monde du travail que j'ai enregistré dans l'atelier paternel. Ding, 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 taca, 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 dans une imprimerie.
puis un grand charivari. Bam, 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 des boules de flipper et des sirènes de police américaines provenant d'une salle de jeu avec des billards électriques. Le métro réapparaît et arrive enfin. Les portes se referment 3 fois de suite, avec un son différent à chaque fois, symboliquement. Le trottoir. On entend les talons aiguilles de la star qui remontent les escaliers et sortent dans la rue. L'enregistrement durera le temps exact qu'il faut pour aller de la station de métro Jacques Bonsergent jusqu'à chez moi. Pendant ce trajet seront rajoutés des enregistrements évoquant en raccourci les phases de la vie. D'abord, des bruits de poubelle. En parallèle, des clics-clacs d'appareils photo tout autour de la star. Des voitures passent de chaque côté. Une ambulance, la police, les pompiers. Entre parenthèses, il y a une caserne à proximité, c'est pratique. Fin de la parenthèse. Arrivé au bord du trottoir de la rue du Château-d'Eau, c'est le calme. Puis des cloches d'église évoquant le mariage l'accompagnent jusqu'à mon adresse. La porte de l'immeuble se referme avec un gros BOUM, amplifié par un écho. La demeure. Derrière, c'est le calme, bientôt rempli de chants d'oiseaux. Elle monte les 2 étages. On entend ses pas sur les planches en bois. Pendant la montée de chaque étage, des voix d'hommes et de femmes se chamaillant, s'engueulant de plus en plus fort. À chaque palier, silence. Je les avais enregistrés pendant les répétitions d'un précédent spectacle au théâtre. Elle ouvre la porte. En fait, elle ouvre 3 portes. Celle de mon appartement. Bruit de clé. Une autre grinçante en bois, puis une troisième, entre parenthèses de la cave, métallique. En même temps, s'élèvent de plus en plus fort des voix de femmes étranges, venant de nos séances. La dernière porte à peine ouverte, on reçoit une énorme vague dans la figure. 2. Le passage. On bascule à l'origine de la vie dans l'océan. En février, j'avais pris le train pour Belle-Île-en-Mer afin d'enregistrer un son exceptionnel dans une grotte marine à l'Apothicairerie, sur les conseils du musicien Denis Collin. Il y a du gros temps. Déjà, dans le court passage en ferry, qui sera le dernier à pouvoir passer dans ce bras de mer pourtant protégé par l'île, je commence à me sentir mal, tant le bateau est secoué. Arrivé sous les embruns, dans le petit port où il n'y a pas grand monde, je me dirige vers un bar de marins pêcheurs. L'ambiance est chaleureuse. J'engage la conversation, explique les raisons de ma venue. Un employé du téléphone ou de l'EDF, qui a terminé son travail, me propose très gentiment de me faire visiter l'île. Il m'annonce que ne sera pas possible de réaliser mon enregistrement en raison du mauvais temps. Malgré tout, il me conduit avec sa voiture jusqu'en haut de la falaise qui domine la grotte pour que je puisse le vérifier. Ce n'est qu'un moutonnement blanc à perte de vue. On croirait un champ de neige. Des vagues énormes viennent se fracasser sur les rochers avec un bruit de tonnerre que je ne peux même pas enregistrer tant il y a de vent. Il n'est même pas prudent de rester au bord de la falaise. On peut être happé par une vague. Bon, je vais enregistrer des vagues dans un endroit plus calme. L'océan. On entend des mouettes, puis un son synthétique monte comme le surgissement d'une île. Puis une deuxième fois plus fort. Des vagues au bord d'une plage. Des pas sortent de la mer. La vie apparaît. Le premier homme. Le son du synthé réapparaît, s'enfle et explose dans une éruption de volcan. Le temps a passé, la vie s'est développée. La flûte joyeuse d'un pâtre descendant de la montagne volcanique se fait entendre. Puis, ce sont les pas d'un cheval. Dans une accélération du temps, on entend un train siffler 3 fois. Entre parenthèses, symbole et clin d'œil au cinéma. Ferme la parenthèse. Ce sont des voix enregistrées au théâtre qui font ce sifflement de vapeur. La voie franchie, on entend marcher dans les feuilles mortes d'un sous-bois. On a pénétré dans la forêt magique. Dans une clairière, une musique instrumentale qui rappelle l'apprenti sorcier de Dukas, puis la marche continue. Et ce sont des voix accélérées qui évoquent des lutins ou des elfes. On arrive dans la forêt de cristal, où on entend des percussions légères, comme poussées par le vent de différents tubes métalliques appartenant à Jeff Sicard, chez qui j'ai enregistré une partie des phases instrumentales composées par Ida. À ce sujet, juste avant l'enregistrement, je la vois arriver tout essoufflée.
Je lui demande pourquoi. Je viens de la SACEM où j'ai déposé les partitions. Je lui fais remarquer qu'elle aurait pu m'en parler avant. Je lui avais donné les éléments de la composition. On était en train de créer une œuvre commune. On aurait peut-être pu la déposer ensemble. Ça ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Au bout de cette forêt, on arrive à un temple annoncé par un grand coup de gong. 3 de l'autre côté. On entre dans le temple intérieur. Un trio avec des percussions orientales en guise d'accueil. Puis les voix de notre groupe, suivies d'une montée de percussions de toutes sortes venant exploser dans un grand cri général de libération extatique. Dans le calme qui suit, on se retrouve à gravir les flancs de la montagne sacrée, avec le son d'un ruisseau qui coule en cascadant et les cloches d'un village dans le lointain. Un duo de flûte avec Ida et de trompette avec Serge Adam monte du calme avant l'orage, jusqu'à l'explosion d'un coup de tonnerre. Il est suivi d'un final grandiose et rythmé, composé et interprété par Frédéric Rossini, avec l'adjonction de 2 violoncellistes apportant la vigueur, rappelant le sacre du printemps de Stravinsky. Un dernier coup de tonnerre, la pluie, d'où monte un trio de voix de femmes, très doux, très paradisiaque, extrait de nos séances avec Ida, Colette et Fumi, qui se termine dans un décrescendo augmenté par la réverbération. Les spectateurs en restent cloués au siège. Généralement, le silence qui suit est assez long avant les applaudissements. Le tout a duré près de 3/4 d'heure. Et quels que soient les jugements sur la qualité musicale de l'œuvre, personne ne s'est ennuyé. On avait beaucoup espéré de ce spectacle. Trop peut-être. Car en 11 représentations, il n'y a pas eu la moitié des visiteurs d'une de mes expositions. L'une d'entre elles m'a marqué et m'a réconforté. À la fin de la séance, je remarque 5 hommes noirs assis les uns à côté des autres dans la salle. Je salue après les applaudissements, puis je vais ranger le matériel. Je reviens dans l'entrée en faisant un grand tour, m'entretenir avec les spectateurs qui partaient. Les 5 Africains sont toujours scotchés à leur siège, silencieux, le regard ailleurs, comme transpercés par une sagaie. Quand finalement ils sont sortis, on s'est regardé, sans un mot, sans un sourire, mais avec la complicité de ceux qui se sont reconnus. Quand j'ai choisi le mot star comme titre, je pensais à la vedette, la célébrité. Je n'ai pas du tout fait le rapprochement avec l'état de l'étoile solitaire du Texas. Dans ma tête, pour la composition picturale, je pensais étoile, et non star. Et soudain, je me suis rendu compte que l'image que j'avais peinte pour l'exposition de Dallas annonçait le spectacle. L'étoile solitaire égale star. Au centre de l'étoile, la petite ville d'Éden, le spectacle a eu lieu à l'Éden Théâtre. Le rapprochement filmographique avec James Dean égale Carl, qui avait conçu l'introduction musicale jazzy, ressemblait beaucoup à James Dean. Il s'en est rendu compte quand il est allé jouer à New York avec l'orchestre de Claude Bolling. Tous les Américains le lui disaient. C'était un signe de plus. Mais de quoi? Financièrement, c'était un échec total. J'avais englouti tout ce que j'avais. La solidité de notre groupe s'en est trouvée ébranlée, ainsi que la confiance qui m'habitait depuis mon premier tableau. Il n'y eut aucune retombée. Les tours de Dallas, le quartier rénové du 20e arrondissement rue Saint-Blaise, me font penser que dans mes souvenirs, je n'ai pas encore passé mon diplôme d'architecte. Il serait temps que je m'y mette.